Maryse, l'historique de la sophrologie, d'où nous vient la sophrologie, quelle est son histoire en fait? La sophrologie a été créée en 1960 par le professeur Alfonso Caicedo, qui est médecin neuropsychiatre. Il s'est basé un petit peu sur, nous le dirons franchement, sur l'hypnose et a créé le terme sophrologie. Il faut savoir que le mot sophrologie, sophren logos, est un mot grec existant déjà avant que le professeur Caicedo transcrit ces trois mots en trois mots à lui, appelés sophrologie. Donc on avait sophren logos. Donc il existait avant. Ce mot grec existait il y a des années avant que le professeur Caicedo crée la sophrologie. D'accord. Et il désignait quoi? Sophrologie, c'est étude, d'accord. Phrène, conscience, et logos, science. Donc, étude de la science. Science de la conscience. Voilà. C'est ce que tu disais dans Tout à fait. la description De la sophrologie. précédente. Bon. Et on sait très bien, donc, au départ, il a créé la sophrologie médicale, on appelle la sophrologie clinique. Il faut dire qu'il ne s'adressait qu'au corps médical. Il a pris quand même une dizaine d'années avant de mettre au point la sophrologie sociale. Donc pendant 10 ans, la sophrologie était destinée qu'au corps médical. Tout ce qui faisait partie du corps médical, médecin, psychologue, etc. Pendant 10 ans, donc de 60 Pendant à 10 ans, de 1960 à 1970. Et après les 10 années, il a ouvert la sophrologie au grand public. C'est-à-dire que la sophrologie a eu sa première conférence en France, à l'hôpital de la Salpêtrière, toujours destinée aux médecins. Là où est passé Charcot pour l'hypnose. Hein, Voilà. Et puis après, il a ouvert la sophrologie au public, à un autre public, et a créé un deuxième type de sophrologues, qui sont les sophrologues de la prévention et de l'éducation. Ce que nous allons devenir à la suite de cette formation. À la suite de cette formation. Le mot sophrologue de la prévention et de l'éducation a été modifié. Nous disons maintenant sophrologues sociaux, c'est-à-dire des sophrologues à orientation sociale. C'est-à-dire tout ce qui concerne autant le médical que la vie sociale et publique. Ce n'est plus, elle ne s'adresse, la sophrologie, à partir de 1972, on va dire, ne s'adressait plus uniquement au corps médical, mais à un public très varié, composé de cliniciens et de prévention et éducation, prévention et éducation. Qu'est devenue la sophrologie? Qu'est-ce que c'est aujourd'hui, la sophrologie? La sophrologie occupe une place. 45 ans plus tard. Hein. 45 ans plus tard, la sophrologie est en complète évolution. Elle occupe une place. 55 ans. 55 ans. 55 ans plus tard. Elle occupe une place de plus en plus importante, se retrouve dans tous les domaines, tant dans le domaine médical, social, sportif, professionnel et scolaire. On rencontre la sophrologie dans tous ces domaines. Avant, la sophrologie était plus enseignée par les médecins. Maintenant, de plus en plus, la sophrologie de la prévention et de l'éducation à orientation sociale est enseignée par 80% par des sophrologues de la prévention et de l'éducation. Tu disais qu'elle était utilisée
par les enseignants et tu viens de parler du domaine scolaire. Oui, parce que Elle est donc rentrée, elle est donc acceptée par l'éducation nationale? elle est donc dans certains établissements scolaires, par exemple, dès la maternelle, la 3e année de maternelle, on commence à faire pratiquer aux enfants de la sophrologie. Bon, avec des états de relaxation. D'accord? Et dans du cours élémentaire jusqu'en seconde, la sophrologie, dans certains établissements scolaires, moi j'ai eu à utiliser la sophrologie dans des établissements scolaires, dans le cadre de la prévention, de l'éducation et de la gestion du stress. En France? En France, oui, tout à fait. Métropolitaine. En France métropolitaine. Et qui s'en charge? C'est des sophrologues? Ce sont des démarches à faire, soit pour les maternelles au niveau des municipalités, parce qu'on sait bien que ce sont les municipalités qui gèrent les écoles maternelles, ou encore pour l'éducation nationale au niveau des inspections d'académie. Donc si j'ai bien compris, Maryse, la sophrologie est quelque chose, du moins sous le terme sophrologie, cette pratique que l'on désigne par le terme sophrologie, est quelque chose de récent, puisque ça date de 1960. De 1960, ça date de 1960 par son créateur. Par son créateur. C'est-à-dire, est-ce qu'avant on pratiquait la sophrologie? Avant Caïfonso, non, on pratiquait une forme, on va dire plutôt de l'hypnose, plutôt une technique douce, mais qui ne correspondait pas du tout à la sophrologie actuelle, parce qu'on était totalement dépendant, je dis bien, le sujet était totalement dépendant d'ailleurs on disait pas hypnothérapeute à ce moment-là, ça, on disait hypnotiseur. D'accord? C'est le créateur de la sophrologie a voulu, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, rendre acteur celui qui pratiquait la sophrologie, se prendre en charge. Donc, il a démocratisé la sophrologie en lui donnant des termes qu'on comprenait mieux, en rendant celui qui pratiquait totalement conscient, ne plus travailler sous les conscients mais sous la conscience, en l'amenant à être d'accord ou ne pas être d'accord à ce qu'on lui proposait. Oui, je pense que c'est là la grande différence avec l'hypnose. C'est-à-dire qu'en sophrologie, on va travailler sur la conscience. Sur la conscience. En hypnose, on va travailler sur l'inconscient. Voilà. C'est là la grande différence. Même si en sophrologie, on va vivre un état, cet état sophroliminal. Cet état de sophronisé qu'on appelle niveau sophroliminal, c'est-à-dire entre la veille et le sommeil. Voilà. Presque au sommeil, mais n'étant pas au sommeil. État que l'on pourrait quand même rapprocher de l'état modifié de conscience en hypnose. Sauf qu'en état modifié, je ne connais pas trop comment on travaille en hypnose, mais par exemple, en sophrologie, le pratiquant est tout à fait conscient. Ce n'est pas le sophrologue qui, même si sur la conduite du sophrologue, il va exécuter ce qu'on lui demande, mais ce sera en pleine conscience. Alors, en hypnose, la personne garde son libre arbitre. Oui. Elle sait tout ce qui se passe d'un bout à l'autre de la séance. Elle peut donc accepter ou rejeter certaines des suggestions qui lui sont proposées. C'est maintenant cette notion de conscience qui m'interpelle.
d'après ce que j'ai cru comprendre en hypnose, je ne peux pas trop m'avancer parce que je ne connais pas chacun son domaine. On peut demander, tu me diras si c'est vrai ou pas, on peut demander au pratiquant de lever le bras, d'accord? À son inconscient de faire lever le bras. À son inconscient de faire le tandis qu'en sophrologie, non. En sophrologie, si le patient est endormi et qu'on lui demande de lever le bras, il ne sera pas réactif. Alors, quand tu dis si le patient est endormi, donc tu fais un rapport avec le sommeil, alors que tout à l'heure tu disais... Alors, je prends le cas. Nous allons le voir pendant notre travail. Prenons le cas des postures. Il y a plusieurs postures en sophrologie, mais celle qu'on utilise régulièrement, c'est la posture assise. La posture allongée n'est utilisée qu'en cas d'extrême urgence. Par exemple, avec les personnes très malades, les handicapés, etc. Et si c'est nécessaire. Si c'est nécessaire. Prenons le cas où la personne est allongée. Arrivé au niveau sophroliminal, la personne est complètement endormie. Elle dort. Elle ne sera pas du tout consciente. Elle est inconsciente. Pardon? Elle est inconsciente. Elle est inconsciente. Donc, elle n'aura aucune conscience quand on lui demandera de se projeter ou d'emmener à sa conscience telle image, etc. Elle ne répondra pas. Elle ne répondra pas au stimulus qu'on lui donnera. D'accord. D'accord? C'est pour ça qu'on travaille en posture assise. Parce que la posture assise, bien qu'étant dans un état totalement entre la veille et le sommeil, appelé état et niveau sophroliminal, la personne réagira, même si elle ne réagit pas. Donc, si de suite, compris, elle réagira. Donc, si j'ai bien compris, Maryse, c'est volontairement que l'on n'approfondit pas l'état, afin d'éviter que la personne n'entre dans un état de totale inconscience. Dans un état de totale inconscience, je vais dire oui, parce que la personne, on doit lui donner ce qu'elle est venue chercher. D'accord? Le changement. Le changement. Prenons le cas d'une personne qui dira je n'ai aucune confiance en moi ou j'ai peur de moi. Ça, ce sont des cas qui arrivent. Comment pouvons-nous emmener la personne, si elle est complètement endormie, nous sommes d'accord, à se projeter mentalement dans l'état de peur ou d'angoisse qu'elle a l'habitude d'être? Alors, c'est là que c'est intéressant, et je ne voudrais pas, comment dirais-je, détourner l'attention de nos étudiants, parce que je dirais que mon apprentissage est hypnotique. Oui, tout à fait. Donc, je pense que pour profiter au mieux de cette formation, il est nécessaire de s'ouvrir pleinement au monde de la sophrologie, et que nous ne devons pas continuer à faire ces comparaisons entre l'hypnose et la sophrologie. De toute façon, soyons clairs, constants, et que je répète, nous allons dire que on s'est servi de l'hypnose, d'une base de l'hypnose pour créer la sophrologie. On se servira peut-être, quand il y aura un autre créateur, d'une base de sophrologie pour créer un état de développement personnel. D'accord? Oui, on se base sur ce qui a existé, mais quand pour construire ce qui existera. Voilà, quand on y pense,
il y a beaucoup de similitudes entre la sophrologie et l'hypnose. Donc si j'ai bien compris, l'état sophroliminal, le niveau sophroliminal se situe avant la perte de conscience de l'ici et maintenant, Oui. c'est-à-dire se situe avant le sommeil, d'accord, et c'est volontairement que qu'on va le limiter et qu'on ne va pas aller au-delà. Oui, parce que nous disons à la personne, vous êtes en train d'atteindre le niveau sophroliminal, c'est-à-dire on lui explique qu'est-ce qu'on appelle sophroliminal entre la veille et le sommeil, presque endormi. On dit bien presque endormi, mais avec une conscience claire et nette. Et peut-être plus affinée, cette conscience, plus affinée, plus sensible, plus réceptive. Plus réceptive. Plus réceptive à quoi? Plus réceptive à ce qu'on va lui proposer. Exemple. Donc plus suggestible? Oui, si tu veux. Exemple, la personne qui est venue vous voir parce qu'elle est mal, vous devez lui proposer, lui induire une méthode, quelque chose qui va leur rendre bien. Nous sommes d'accord. Et peut-être aussi, j'ose demander, plus sensible à ses propres ressources. Totalement. Nous irons puiser. C'est ce qu'on appelle le lâcher, puiser profond. Nous irons puiser à l'intérieur de la personne, dans sa conscience, ce qu'il y a de mieux pour l'amener à transformer sa qualités, ses atouts, ses ressources. Voilà. Et nous induisons, d'accord, mais ce que la personne possède déjà. Alors, nous en sommes au chapitre de l'historique. Oui. Nous avons parlé du passé, d'où vient la sophrologie, du présent, ce qu'elle est aujourd'hui, dans quel domaine ils sont nombreux à les appliquer. Selon toi, Marie, quel est l'avenir de la sophrologie? Qu'est-ce qu'elle sera demain? La sophrologie est en train d'occuper une place importante dans la vie de tous les jours, dans la vie sociale. Donc, de plus en plus, il y a, depuis, je dirais, quand la sophrologie a été créée, vraiment, elle a pris sa première extension dans le monde médical. D'accord? Après, elle s'est développée dans la préparation du sportif. Après, elle s'est développée dans la préparation de la maternité, à l'accouchement. Après, elle s'est encore développée dans la préparation aux examens et concours. Et ainsi de suite. Donc, elle occupe encore, et plus ça ira, plus elle va occuper des places, une place importante. Avant, la sophrologie n'était destinée qu'à une catégorie de personnes. On va dire, il faut... Elle a fait ses preuves dans nombre de domaines. Oui, il faut dire que la sophrologie, il y a 15, 20 ans en arrière, par exemple, quand moi, j'ai fait mes études de sophrologie, il fallait avoir ou un niveau médical ou un niveau sportif pour devenir sophrologue. Maintenant, la sophrologie s'adresse à tout le monde. C'est pour cela que de plus en plus, j'adhère à une formation simple, d'accord, riche en pratique et en théorie, mais simple, qui soit à la portée de tous ceux qui veulent changer leur vie ou tous ceux qui veulent adhérer à la préparation de la formation de praticiens. Oui, c'est-à-dire que c'est une formation qui permet à la fois de s'aider soi-même et d'aider autrui. Voilà. Donc, on peut la suivre
dans un but de travail personnel, développement personnel pour soi, connaissance, apprentissage personnel, et aussi pour une reconversion, si on veut apporter sa pierre à l'édifice. Une reconversion, tant si on veut changer de vie professionnelle, mais alors encore au-delà, prenons le cas des personnes à la retraite, qui ont envie de donner un peu de leur temps ou de faire un métier qui puisse aider. Et il faut dire que c'est l'aide à la personne, d'accord? La sophrologie occupe, on dira, une place très importante. Alors, ma petite question, embêtante, hein, parce que toujours en rapport avec l'hypnose, quelle est la conception de l'inconscient au regard de la sophrologie? Comment la sophrologie, si elle le considère l'inconscient? On dirait que la sophrologie ne s'intéresse pas à l'inconscient parce qu'elle considère que l'inconscient, c'est une partie de la conscience. La conscience est positive, l'inconscient est négatif. Pour la sophrologie, hein? Pour la sophrologie. Donc, pour la sophrologie, l'inconscient est négatif. Ça veut dire quoi? Pourquoi est-il négatif, cet inconscient? Exemple, j'ai décidé de casser mes lunettes. Ça, c'est ma conscience qui me dit, casse les lunettes. Si tu casses la conscience me dit, fais attention, si tu casses les lunettes, tu pourras plus t'en servir. Ça, c'est ma conscience. Je suis totalement consciente. Mais l'inconscient me dit, fais ton expérience et casse les lunettes. C'est-à-dire que l'inconscient va mettre de côté le résultat après. L'important, c'est le geste. Tandis que la conscience va mettre en évidence ce que tu fais, mais les conséquences. C'est-à-dire que pour les sophrologues, enfin pour la sophrologie, l'inconscient est le siège des pulsions, c'est ça, primaires, voilà. animales. On va le dire comme ça. D'accord. On va le dire alors comme que ça. la conscience est quelque chose de plus noble. De plus noble, la conscience te permet de reprendre le contrôle de tes propres émotions. Merci Maryse. Voilà. Et bon, maintenant nous allons parler de qu'est-ce que la sophrologie, de son histoire. Eh bien, nous allons dans un instant passer aux différentes respirations qui permettent d'atteindre alors ce niveau sophroliminal. Respiration qui permettent une première chose, plusieurs choses. La première, c'est être bien mentalement et physiquement à quel que soit le moment de son existence. La respiration est l'élément clé d'une détente mentale et physique. La deuxième? La deuxième chose que va porter la respiration, elle va vous aider à recevoir le négatif à l'inspiration, donc visualisation, concentration, et à l'expiration, se libérer. Et la troisième? Et la troisième chose, se reconstruire et être bien. Alors passons tout de suite aux différentes respirations.